Bonjour à tous et bienvenue sur La Tribune. Bonjour Jean-Patrick Masson. Vous êtes le vice-président de Dijon Métropole en charge de la transition énergétique. Merci d'être ce matin sur le plateau de la Grande Tribune du Climat en direct depuis l'Hôtel de Ville de Paris pour le Forum Zéro Carbone. Alors vous êtes ici pour nous parler du projet européen Response, à travers lequel la métropole de Dijon expérimente la plus grande opération d'autoconsommation collective de France dans le but de faire émerger un îlot à énergie positive. Alors, expliquez-nous quel est l'objectif de ce projet et dans quel contexte il s'inscrit. Bonjour. Alors, il s'inscrit dans un contexte qui est bien sûr un contexte européen, mais il s'inscrit surtout sur comme un projet de territoire. C'est-à-dire que nous avons des immeubles, très concrètement, des écoles, etc., sur lesquels on va produire de l'énergie renouvelable, soit par panneaux photovoltaïques, soit par le réseau de chaleur, et nous allons distribuer cette énergie sur place. Donc c'est un circuit court énergétique que nous mettons en place. Alors on parle d'îlot à énergie positive. Énergie positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme dans quelle proportion? Alors on produit 120% de l'énergie consommée sur place. Les 20% restants étant attribués à des bâtiments municipaux qui ne sont pas dans le périmètre de l'expérimentation. Mais donc c'est effectivement plus d'énergie qu'on en consomme. Et est-ce que il y a aussi la notion d'îlot? Alors îlot, ça veut dire quoi? Est-ce que ça reste connecté quand même au réseau traditionnel d'énergie ou est-ce que c'est vraiment isolé en boucle? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors ça veut dire que d'abord, on reste connecté au réseau électrique ou au réseau de chaleur énergie renouvelable de la métropole. Donc, je dirais c'est comme avant. Mais l'intérêt, c'est que la priorité de consommation est à ce qui est produit sur place, photovoltaïque, stockage d'énergie et chaleur. Donc, on est vraiment sur une logique de circuits qui non seulement sont courts, mais permettent à la population de prendre conscience de ce qu'est l'énergie sur son territoire. Et alors ce projet, il se localise où dans Dijon? Vous avez sélectionné quel quartier et pourquoi? Alors d'abord, c'est la réponse à cette question, c'est la raison pour laquelle nous avons été sélectionnés par l'Europe. C'est-à-dire que le constat qu'on faisait, c'est qu'il fallait aller sur un quartier, qui est celui de la Fontaine-Douche, où nous avons énormément de logements sociaux, donc des personnes avec des revenus relativement faibles. Et on sait qu'en plus, ces quartiers ont été construits dans des années où la rénovation énergétique, les règles en matière d'énergie étaient quasi inexistantes. Donc c'était un travail qui nous paraissait particulièrement intéressant parce que ce modèle de quartier, c'est le modèle qu'on rencontre pratiquement partout en Europe. Or, une des vocations de l'expérimentation Response, c'est de pouvoir être disséminé sur l'intégralité de l'Europe. Donc, on peut faire des quartiers à énergie positive dans du neuf assez facilement. Dans de la rénovation, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ça le challenge. Et on parle du coup de plus grandes opérations d'énergie, d'autoconsommation collective en France. Donc, c'est combien de personnes qui sont concernées, combien de logements, combien de bâtiments? Est-ce qu'on peut poser des chiffres? Bien sûr. Alors, c'est environ 100 personnes, un peu plus de 500 logements, 3 écoles, un certain nombre de bâtiments publics de différentes natures. Et donc, si on reste simplement sur les gens, ça veut dire que dans leur logement, ils vont avoir la capacité d'abord de consommer cette énergie, de la gérer aussi, c'est-à-dire que les logements sont instrumentés de telle manière à ce que leurs usages soient appris et de ces usages, on puisse ainsi fournir l'énergie au bon moment, c'est-à-dire au moment où ils la consomment eux. Un des enjeux sur cette opération, c'est de faire rencontrer tout le temps la courbe de consommation et la courbe de production, de telle manière à ne pas avoir de pointe. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, la pointe et ses problèmes. Tout à fait, et on va y revenir. Est-ce qu'on peut justement préciser, vous avez évoqué tout à l'heure des panneaux solaires, un réseau de chaleur, je crois qu'il y a de la chaleur fatale. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ces énergies locales qui sont mises en œuvre? Alors, en ce qui concerne le réseau de chaleur, nous avons à la fois effectivement l'énergie fatale de l'unité de valorisation énergétique qui traite les déchets de la métropole. Alors peut-être, on parle nous d'énergie fatale, on sait ce que ça veut dire, enfin de chaleur fatale. On peut peut-être l'expliquer, qu'est-ce que c'est la chaleur fatale? La chaleur fatale, c'est tout simplement la chaleur qui est issue d'un process pour lequel nous ne pouvons pas réduire cette production. Donc elle est fatale parce que si on ne la capte pas, elle part dans la nature. Donc, elle est perdue, donc on la récupère. Exactement. Ensuite, on a des chaufferies biomasse, donc du bois.
Et enfin, en pointe et secours, on utilise du gaz. Donc, les réseaux le gaz naturel, ça représente, enfin voilà, quelle est la part du renouvelable et la part du fossile? La part du fatal plus renouvelable, c'est de l'ordre de 70%, 75%, ça dépend si l'hiver est froid ou pas. Et donc le reste, c'est du gaz. Voilà. D'accord. Et sur les panneaux solaires? Sur les panneaux solaires, là, il s'agit de panneaux solaires. Donc on a réhabilité une école qui s'appelle l'école Buffon. Et sur cette école, nous avons couvert le toit de panneaux solaires, de telle manière à produire l'énergie donc qui est distribuée à la fois à l'école et dans les logements. Mais une école a une particularité, c'est qu'elle ne fonctionne pas toute l'année. Donc c'est aussi intéressant, par exemple en période estivale où les panneaux donnent au maximum, d'avoir des consommateurs qui sont à proximité. Donc c'est à la fois une gestion de l'énergie renouvelable, une gestion de proximité et la capacité grâce à l'intelligence artificielle d'ailleurs, de prévoir, c'est un des enjeux, les consommations du lendemain. Le moment où ça consomme. Très intéressant. Et justement, on parlait tout à l'heure de cette pointe de consommation. Qu'est-ce qui se passe dans ce modèle-là quand, à un instant T, la demande énergétique, la consommation est plus grande que la production? Je pense par exemple en début de soirée où les panneaux fonctionnent peu ou moins, mais la demande est quand même là. Les gens rentrent, mettent en route leurs appareils. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui prend le relais? Alors, on stocke un peu d'énergie. Donc d'énergie électrique, avec sur Response, on a environ 60 innovations. Parmi ces innovations, on a du stockage batterie, alors de nouvelle génération, donc voilà, je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais on a quelque chose de plus intéressant. À mes yeux, ce sont des batteries automobiles de seconde vie. C'est-à-dire que lorsqu'une automobile n'a plus assez d'autonomie électrique pour circuler sur 3, 4, 500 km, la batterie n'est pas fichue. Et donc, récupérer ces batteries et stocker grâce à ces batteries, ça peut être intéressant. Et on a également des automobiles, là, carrément, pour lesquelles on peut charger et décharger la batterie de telle manière à ce qu'elle stocke l'énergie. Donc les véhicules électriques peuvent aussi participer finalement à apporter, à faire ce tampon. S'ils sont équipés pour ça et si les bornes sont équipées pour ça. Ça nécessite quelques effectivement aspects techniques. Pour relever ce défi d'îlot à énergie positive, là on vient de parler de la partie production. Cela suppose aussi du côté consommation une nette diminution de la consommation énergétique. Quel est l'objectif qui a été fixé? Par quel levier on peut l'atteindre? Est-ce que c'est par l'efficacité énergétique, par la sobriété? Quelle part on sait quelle est la ventilation? Alors, bien sûr. J'ai parlé de l'école Buffon, je peux parler des logements. On fait de l'efficacité énergétique, dont de la rénovation thermique. Donc tous les bâtiments, et d'ailleurs je le dis à Dijon, en 2030, tous les logements sociaux sont réhabilités thermiquement. On est quasi à la moitié aujourd'hui. C'est l'objectif, et vous êtes à la moitié, d'accord. Ouais, un peu plus de la moitié, donc ça fonctionne bien. Donc en 2030, on sait que tout le parc sera isolé, donc le parc de ce quartier, bien entendu. Donc ça, c'est à peu près 45% d'économie. L'aspect rénovation thermique. Voilà. Une petite moitié. Et on sait que les usages, c'est environ 15%. Alors, en fait, ça se passe comment? Parce qu'à un moment, on dit les usages, mais les gens, on va pas leur dire vous chauffez moins, etc. En fait, pour faire très très concret, quand les gens rentrent chez eux, ils appuient sur un bouton. Quand ils sortent, ils appuient sur un bouton. Et donc, ça coupe carrément le chauffage. Et donc, j'ai dit, c'est aussi prédictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait les habitudes, par exemple, quelqu'un qui va travailler, qui part tous les matins à 8 heures, au bout d'un certain temps, le chauffage aura appris que la personne part à 8 heures. Et donc, à partir de 7h30, le chauffage sera coupé. Puis quand elle rentre à 19h, c'est qu'elle rentre à 19h, donc le chauffage va se mettre une demi-heure avant, en place, et donc vous aurez chaud quand vous rentrez. Et dans l'intervalle, évidemment, c'est moins chauffé. Ou quand vous ouvrez la fenêtre, les thermostats détectent que vous avez ouvert la fenêtre, donc ils coupent le chauffage. Donc c'est assez neutre, mais par contre, il y a un geste de la population, des gens, qui appuient sur ce bouton pour apprendre, en fait, à l'intelligence artificielle quelles sont leurs habitudes. D'accord, donc on voit qu'il y a une grosse part sur le recueil des données, l'analyse des données pour apprendre finalement la consommation des gens. Au-delà d'étudier leur comportement, est-ce que les personnes, les usagers concernés ont été sensibilisés sur ces questions de sobriété et plus globalement, comment ils ont accueilli ce projet-là? Est-ce qu'ils sont intéressés, volontaires ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être eu un peu d'interrogation ou de méfiance? Alors, il y a toujours des interrogations, heureusement d'ailleurs. Donc, une certaine prudence,
quand on a, surtout que c'est, vous l'avez compris, assez technologique, donc c'est pas forcément très facile à aborder. Et donc, en fait, un de mes objectifs sur ce dossier, c'est que des gens qui sont dans un quartier qui n'est pas un quartier très favorisé, qui n'est pas un quartier valorisant pour la population, c'était de leur expliquer qu'ils allaient être en pointe, qu'ils allaient faire des choses exceptionnelles et que ça serait remarqué au niveau national et européen. C'est-à-dire leur rendre une certaine fierté. Et je constate que ça marche. C'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs. Donc on a fait un appel à la population, par exemple, en leur disant venez, hein, on va vous expliquer ce que c'est et vous allez pouvoir l'expliquer à vos voisins. On attendait une dizaine de personnes, on a eu plus de 30 personnes, avec des gens très engagés. Et donc, je veux dire, j'ai un accueil plus favorable même que ce que j'avais imaginé au départ, ce qui est plutôt satisfaisant, parce que alors on est peut-être aidé par les circonstances, hein, le prix de l'énergie qui monte, enfin, voilà. Mais on a commencé cette opération avant les épisodes que vous connaissez en matière d'énergie, hein, c'est-à-dire on a écrit ça début 2019, donc on a été retenu en mai 2020. Et donc un peu une concomitance plutôt avec le Covid qu'avec la problématique énergétique. Et en fait, les gens ont assez facilement accroché Puis bon, quand on leur dit 15% de moins de factures, c'est pas mal non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une promesse, entre guillemets, pour eux sur leur facture énergétique, tout simplement, à l'heure où les prix s'emballent, s'enflamment? Alors, je suis toujours très prudent parce que, effectivement, ce que l'on voit, c'est ce qu'on paye. Or, aujourd'hui, quand j'explique que 45 plus 15, ça fait 60% de baisse potentielle de consommation, ça ne fait plus, malheureusement, 60% de baisse de prix, de charge. Donc, je suis toujours prudent, mais on explique tout ça. Je veux dire, on a des rencontres avec la population, on a des ateliers, on a de la participation. On l'a mêlé aussi avec d'autres aspects participatifs du quartier. Donc voilà, tous ces aspects-là font que on a assez facilement, finalement, eu le contact avec la population et c'est assez facilement inscrit dans l'opération. Très bien. Alors très concrètement, où en est aujourd'hui le projet? Qu'est-ce qui a été déployé? Qu'est-ce qui fonctionne? Alors, ce qui fonctionne, c'est ce qui a été réhabilité. L'école Buffon produit l'énergie électrique grâce au photovoltaïque depuis maintenant 2 mois. Donc ça, le projet est découpé en deux. C'est un projet de 5 ans. La première moitié, les 2-3 premières années, en fait, on fait des choses très matérielles. C'est-à-dire isolation des bâtiments, photovoltaïque, aménagement d'un certain nombre de bâtiments, etc., etc. Donc on fait tout ce qui est matériel. Ensuite, les 2 années et demie restantes, on fait fonctionner le système. Et notre engagement vis-à-vis de l'Europe, c'est de tirer les enseignements de ce fonctionnement. Donc l'instrumentation, est-ce que ça marche? On a du high-tech et du low-tech. Hein, donc, soit on appuie sur le bouton, soit tout se fait tout seul. Voilà, on a différentes hypothèses en fait dans ces 60 et quelques innovations, ce qui permet de rendre compte à l'Europe de ce qui se passe sur le territoire dans la réalité. Donc ça devra être live finalement en 2023, c'est ça, fin 2023, avec vraiment une exploitation sur 2 ans. Voilà. Alors on a commencé l'exploitation, vous l'avez compris, sur le photovoltaïque, mais effectivement tout sera mis en place pour l'automne 2023. D'accord. Voilà. Et on va jusqu'à octobre 2025. Et alors, quid de l'après 2025? Est-ce que ce projet va être répliqué peut-être dans d'autres quartiers de Dijon, ailleurs en France, en Europe? C'est quoi la suite? Alors, on a déjà commencé, en réalité, parce qu'on a déjà des choses qui fonctionnent. Donc, je travaille par exemple avec, puisqu'il y a ce qu'on appelle Civil. Petit problème de micro, peut-être. Voilà, si ça marche. Donc, je travaille par exemple avec Bruxelles. On a beaucoup échangé. Ils ont un quartier assez différent d'ailleurs de celui qu'on a choisi, qui a d'autres problématiques, mais pour lesquelles les solutions qu'on a mises en place sont des solutions opérationnelles. Donc en fait, la duplication sur place. Donc j'ai d'autres quartiers qui sont intéressés, d'autres bâtiments, et aussi dans un certain nombre de villes européennes sont déjà mis en place. Mais effectivement, la logique et ce pourquoi l'Europe nous finance, quand même 8 millions d'euros, c'est bien pour que ce qu'on fait à Dijon soit réplicable partout en Europe dans les conditions assez similaires. Bien sûr, et j'y viens, j'ai pas posé la question, ça représente quoi comme investissement pour la métropole de Dijon? Est-ce que ça va être rentabilisé rapidement?
Alors, la question de rentabilité est différente de la question du montant. On est à peu près sur 70 millions d'euros parce que je compte la réhabilitation des bâtiments. Bien sûr. Qui sont en fait dans un contexte un peu différent. C'est pas dans le programme européen. C'est en dehors du programme, mais voilà. c'est le programme européen lui-même fait entre 15 et 20 millions d'euros, donc 8 millions payés par l'Europe. Voilà. C'est à peu près ça qu'il faut compter. J'allais dire qu'en fait, c'est un investissement qui n'est pas rentable immédiatement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un temps de retour sur investissement calculé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que pour le fonctionnement de la ville, sur ces bâtiments, pour les habitants, ce soit un bénéfice immédiat. Et c'est le cas. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Merci Patrick Masson d'avoir été présent avec nous. Rendez-vous dans 3 ans pour tirer le bilan complet de cette plus grande expérimentation d'autoconsommation collective. Je vous laisse en compagnie de César Armand qui parlera production de logement et biodiversité. À bientôt sur la tribune.